Dans un dessous des cartes précédent, j'avais évoqué le dossier du nucléaire militaire et les questions de prolifération. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais apporter quelques éléments sur la question du nucléaire civil. Parce qu'on constate un regain d'intérêt pour la production d'électricité par le nucléaire, du fait des prix des matières fossiles et de la lutte contre les émissions de CO2. Donc, quel est l'état des lieux en 2010 sur le nucléaire civil dans le monde ? Il y a aujourd'hui dans le monde 436 réacteurs nucléaires opérationnels répartis dans 31 pays. À la date de décembre 2009, 56 sont en construction, dont 19 en Chine, 9 en Russie, 6 en Inde et 6 en Corée du Sud. Ces 436 réacteurs actuellement en fonctionnement produisent en tout 17% de l'électricité mondiale. Comment est-ce que ça marche ? Si on simplifie beaucoup, on peut dire que le principe d'une centrale nucléaire est d'utiliser le dégagement d'énergie qui a lieu pendant la réaction de fission de l'atome. Cette réaction chauffe un liquide, le plus souvent de l'eau. Ce liquide, qui est dit caloporteur, peut alors faire tourner des turbines qui, étant couplées à un alternateur, produisent de l'électricité. Le liquide caloporteur est ensuite refroidi, généralement par l'eau d'une rivière. L'énergie d'origine nucléaire est née à la fin des années 30, lorsque l'on a su maîtriser l'atome, puis la réaction en chaîne. Le premier réacteur a fait son apparition aux États-Unis en 1942, construit par Enrico Fermi, et depuis on a vu apparaître plusieurs générations de réacteurs. Une première génération, qui correspond aux réacteurs des années 1950-60, surtout aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Russie et en France, et qui n'utilisait que l'uranium naturel. La deuxième génération correspond aux réacteurs des années 1970-2000, et ils sont en majorité encore en exploitation aujourd'hui. Et puis des réacteurs de troisième génération, dits EPR, sont actuellement en construction. Ils verront le jour vers 2015 en Finlande et en France. 2 sont au stade de projet en Chine, et ces EPR devraient consommer moins de combustible tout en produisant plus d'énergie. Les réacteurs nucléaires fonctionnent avec pour seul combustible naturel l'uranium. Voici les principaux pays réserves: Australie, Kazakhstan, Russie, Afrique du Sud, Canada, États-Unis, Brésil, Namibie, le Niger. Et les principaux pays producteurs sont le Canada, le Kazakhstan, l'Australie, la Namibie, la Russie, le Niger. Et il faut savoir que 8 compagnies minières assurent à elles seules 87% de la production d'uranium dans le monde. On voit aussi par déduction, à partir de cette carte, que l'Union européenne n'extrait que très peu d'uranium sur son sol. Elle est donc très dépendante. Mais en même temps, l'un des principaux opérateurs est européen. C'est une compagnie française, Areva, qui détient 2 des 10 plus grandes mines d'uranium au monde, et elles sont situées au Niger. Après extraction, le minerai doit être enrichi avant de pouvoir servir de combustible. L'uranium est enrichi à 3% pour pouvoir produire de l'électricité, c'est-à-dire des activités civiles, et il faut qu'il soit enrichi à 97% pour pouvoir fabriquer une bombe nucléaire. Le procédé d'enrichissement ne se fait pas à proximité des mines. Par exemple, au centre d'enrichissement d'Eurodif, l'usine du Tricastin en France, située entre Drôme et Vaucluse, assure à elle seule 23% de la production d'uranium enrichi, fournissant ainsi près de 100 réacteurs dans le monde. D'autres compagnies ont quelques sites d'enrichissement dans le monde. Urenco, c'est une société mixte publique-privée dont les capitaux sont partagés entre les Britanniques, les Néerlandais et les Allemands. La compagnie Rosatom est russe. La compagnie USEC est américaine. Et c'est une activité en fait très centralisée. Bien, mais à chaque étape du processus, extraction, enrichissement, construction et entretien des centrales, fin de vie des centrales, l'ensemble du cycle produit des déchets. Résultat, on a plusieurs types de déchets qu'on peut diviser en fonction de la durée de leur vie radioactive et de leur niveau de radioactivité.
les déchets dits à vie courte venant des laboratoires, de la médecine nucléaire, d'objets contaminés comme les gants, les filtres, les vêtements de protection. Ils sont compactés dans des fûts en acier ou en béton et leur radioactivité redeviendra comparable à la radioactivité naturelle d'ici à peu près 300 ans. En France, pour les déchets les moins dangereux, on a plusieurs sites de stockage, dont 3 sous le contrôle de l'Agence nationale pour les déchets radioactifs, l'ANDRA. Et ces sites sont à Morvilliers et à Soulaines, dans l'Aube, et à Dicqueville, dans la Manche. Et ce dernier site a d'ailleurs atteint sa capacité maximum de stockage et il est maintenant fermé. Et puis il y a les déchets à vie plus longue, parce qu'à plus forte radioactivité. Ils sont coulés dans du bitume et du verre pour mettre fin à leur radiation, et ils sont entreposés en surface, ce qui exige une sûreté très importante des installations, notamment le site de l'usine Cogema à La Hague pour les déchets les plus dangereux. Se posent alors 2 questions fondamentales. L'une n'est pas encore totalement tranchée, c'est la question de l'enfouissement des déchets en site profond, à peu près vers 500 mètres sous terre. À ce jour, seulement 3 pays, sur les 32 possédant des déchets radioactifs, ont fait le choix du stockage en site profond. Mais aucun site n'est pour le moment encore opérationnel. Il s'agit des États-Unis, pour les déchets issus des programmes nucléaires militaires, de la Finlande et de la Suède. La France, elle, procède actuellement à des études dans le département de la Meuse, car l'enfouissement augmente la sécurité tant sur le plan de la radioactivité que sur le plan, disons, politique. La deuxième question fondamentale est liée à la première, c'est celle des générations futures. Faut-il un stockage définitif des déchets, ou bien au contraire faut-il concevoir des enfouissements avec un principe de réversibilité ? Parce qu'on ignore aujourd'hui les technologies qui existeront dans les décennies ou les siècles à venir, et on ne peut pas savoir non plus quels peuvent être les bouleversements qui peuvent survenir dans le futur. Séismes majeurs ou perte de la mémoire de l'humanité. Autre enjeu qui préoccupe, voire qui inquiète dans ce dossier nucléaire, c'est la sécurité des centrales. Il y a eu plusieurs accidents nucléaires, mais on a retenu surtout celui de 3 Mile Island en Pennsylvanie en 1979, qui n'a pas fait de victimes, mais qui a été marqué 5 sur 7 dans l'échelle INES, c'est une échelle qui classe la gravité des accidents. Et puis il y a bien sûr Tchernobyl en URSS en avril 1986. Tchernobyl est situé dans l'actuelle Ukraine. Après l'entrée en fusion de l'un des réacteurs de la centrale, de nombreuses matières radioactives ont été rejetées dans l'atmosphère. On voit ici la carte des dépôts radioactifs détectés en Europe. Le nombre de morts n'est pas connu précisément. L'Agence pour l'énergie atomique parle de 4000 victimes, mais d'autres rapports évoquent aussi des centaines de milliers de cancers en évolution. Donc de nombreux pays ont décidé de geler ou même d'abandonner leur programme nucléaire. Et pourtant, depuis quelques années, on constate un mouvement inverse. En Europe, où certains États relancent un programme nucléaire, ou en tout cas relancent le débat sur l'opportunité de cette source d'énergie, comme par exemple en Allemagne, et les principaux projets de réacteurs sont dans les pays en développement. L'Inde, la Russie et surtout la Chine, qui par exemple développe un important parc nucléaire avec 19 réacteurs en construction. Alors 2 principaux mobiles expliquent ce regain d'intérêt pour cette production d'énergie. La volatilité du prix du baril de pétrole, la conviction que cette énergie fossile arrivera à son terme dans, disons, quelques décennies, mais surtout que le charbon, le pétrole et le gaz sont grands émetteurs de CO2. Or, le nucléaire en produit très peu. L'énergie d'origine nucléaire émet entre 2 et 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit. L'énergie venant de l'hydroélectrique, du solaire, de l'éolien, donc des renouvelables, entre 2 et 130 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Et les centrales thermiques, à charbon, au pétrole, au gaz, entre 105 et 360 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Voilà donc un petit peu les termes du débat concernant le nucléaire. Alors 2-3 idées pour conclure. D'abord, la France est le pays dans le monde ayant le plus recours au nucléaire dans son mix électrique. Le nucléaire y est de loin la principale source d'électricité puisqu'il assure 76% de la production de ce pays.
Areva veut d'ailleurs être le numéro 1 mondial dans la filière nucléaire. Deuxièmement, dans les pays de l'OCDE, le contrôle de la sûreté des installations est très rigoureux. Mais la situation n'est pas forcément totalement la même dans les pays qui ne possèdent pas la même culture de sûreté, ni l'expérience des pays de l'OCDE dans le domaine nucléaire. Troisièmement, d'un côté, la production d'énergie d'origine nucléaire émet très peu de gaz à effet de serre. De l'autre, les opposants au nucléaire, des ONG comme Sortir du nucléaire, mettent en avant le danger représenté par la radioactivité et celui de cette question non résolue de l'avenir des déchets. Bien, mais des sociétés à zéro risque, cela n'a jamais existé. Cela s'appelle faire des choix politiques. Vous pouvez lire Géopolitique de l'énergie de Jean-Pierre Favnec aux éditions Technip. Vous pouvez aussi regarder Le cauchemar du nucléaire de Laure Nouala et Éric Guéret. C'est édité chez Arte Éditions. Et d'ailleurs, justement, pour plus de références et des liens, je vous renvoie sur le site de arte.tv sur ce dossier du nucléaire civil.